ici présente. Et vraiment, pour moi, c'est très touchant aujourd'hui d'être présente ici, dans un espace où j'ai démarré cette réflexion, où j'ai fait mes recherches, mes études, mais qui a été un espace privilégié pour pouvoir atteindre un questionnement qui était le mien, au cœur, en fait, d'une université où il y avait précisément des Africains, des Asiatiques qui travaillaient avec nous. Enfin, voilà, on ne se posait pas la question de savoir d'où ils venaient, qui ils étaient. On travaillait ensemble, on faisait des ateliers ensemble. On montait des pièces baroques. On travaillait sur les farces du Moyen-Âge avec des comédiens qui étaient nés en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo. Et qu'on retrouvait évidemment ici à la théâtrothèque. Enfin, on n'appelait pas ça théâtrothèque, c'était la bibliothèque Gaston Batti. On s'y retrouvait, on refaisait le monde aussi. Donc pour moi, c'est important. Et en plus, c'est la première fois. Donc je fais. Alors, on a fait ensemble plein de choses, mais où je parle de mon travail. Donc, je suis assez touchée. Je voudrais remercier Céline, remercier Claire David aussi, qui ont manigancé cette petite rencontre ici, puisque après on m'a dit oui, est-ce que tu es d'accord? Bon, et donc c'était fait d'avance, donc ça m'a beaucoup touchée. Claire David, c'est voilà. Actes Sud papier. Voilà, c'est donc Claire David qui est ici votre présente, éditeur, oui. l'éditrice. Et aussi, alors du coup, ça me permet de revenir à Race et Théâtre, puisque quand j'ai rencontré Claire David pour parler de ce projet, eh bien, effectivement, je voulais avancer avec cette question de la race, poser la question de la race au théâtre, et montrer que, à force de ne pas regarder en face le problème, la question, eh bien, finalement, on se voilait la face et on ne regardait pas de manière précise ce qui était à l'origine du fait qu'il y avait, en tout cas, peu de comédiens afrodescendants distribués dans les théâtres subventionnés, des théâtres nationaux, en tout cas pas proportionnellement de manière suffisante par rapport à ce que représente la réalité de notre société aujourd'hui contemporaine, française, dans sa diversité, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais on se gargarise du mot diversité alors qu'on met tout dedans. Et on met la question du genre, et du coup, on ne sait plus, enfin, on peut être breton, auvergnat, finalement, est-ce qu'on parle de diversité? Or, quand il est question d'identité afrodescendante, quand il est question simplement de ramener quelqu'un dans une altérité, dans une différence, parce qu'on a une perception du fait qu'il n'est pas blanc, eh bien, on parle aujourd'hui de racisation. Ça a à voir avec, effectivement, le fait de rabattre l'apparaître de quelqu'un sur une origine supposée, fantasmée, qui n'a pas lieu d'être, forcément. La question aussi de cette différence peut être complètement stigmatisante. Et très souvent, on a tendance à penser que c'est une question sociale, en fait. On pense que le mot race n'est pas énoncé et on considère qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs, donc ça on commence à l'admettre, d'acteurs afrodescendants, non blancs, perçus comme non blancs sur les plateaux contemporains. Mais on essaie de se persuader que c'est réajustable avec des mesures sociales. Donc, que des mesures sociales pourraient résoudre le problème. Et plus on creuse du côté du social, je pense que plus on s'éloigne du point nodal, névralgique, de la carie qui fait mal à la dent, véritablement, parce que on sait très bien, enfin, c'est pas une chose extraordinaire que je vais dire là, mais c'est en fait la racisation qui amène à l'injustice sociale. Et c'est pas l'injustice sociale qui ramène à la racisation. Après, je peux aller plus loin sur des questions liées à la race, Gilles Costas, mais non, l'idée centrale du livre, c'est quand même... Vous avez parlé donc des acteurs, Sylvie. Il y a aussi les auteurs, il y a aussi les metteurs en scène, il y a aussi les directeurs. En fait, c'est en train d'évoluer, mais il y a encore tellement de choses à faire. Et il y a à la fois ce qui est pensé et ce qui est impensé. Donc, le livre, c'est finalement peut-être plus sur l'impensé que sur le pensé. On peut dire à un ministère, oui, il faut faire ça, mais enlever de tous ces clichés horribles qui sont dans la tête de beaucoup de gens, c'est
c'est quand même peut-être ça l'essentiel de votre livre, de votre propos. Alors, ce qui est aussi, on va détailler les choses, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, c'est que d'abord, c'est pas un livre que vous avez écrit en 3 jours, c'est en fait c'est le travail d'années de réflexion, de mise au point, de recherche, d'histoire. Et il y a des analyses historiques absolument formidables sur des choses que finalement on ne connaît pas, que vous avez défrichées, qui sont le théâtre au 18e, le théâtre au 19e, les tentatives de bâti, entre autres, au 20e. Enfin, tout ça est ignoré. Et vous avez l'impression que vous êtes un peu seul dans cette élucidation des choses. Ce livre-là, il est solitaire ou il a des frères et des sœurs? Comment vous vous sentez? Alors, ça fait plusieurs questions, plusieurs fils Il y a beaucoup à de questions, tirer oui. dans ce que Oui. vous me dites, Gilles. C'est en fait, bon, la question de l'isolement a aussi à voir avec ce que vous disiez sur le fait de ne pas avoir peut-être encore beaucoup creusé dans le domaine de l'histoire du théâtre et de l'analyse de la scène, la dimension effectivement de l'altérité et donc cette question, on y revient, de la racisation. C'est vrai que c'est récent, hein, cette réflexion-là, énoncée par les institutions qui, tout d'un coup, se posent véritablement la question. Mais pendant longtemps, puisque donc, dès les années 90, on commençait quand même à s'interroger, à pointer donc les choses, et finalement, bon, c'était tout le temps relégué parce qu'on considérait que c'était simplement un malaise conjoncturel, quelque chose qui traversait la société du théâtre, mais qui n'était pas essentiel, et on ne s'est pas confronté à la question véritablement. Or, on a tendance à faire vite, c'est vrai, et aujourd'hui encore, déjà à rabattre la question du cinéma sur la question du théâtre, et du coup, à se poser la question de manière globale sur la présence des acteurs afrodescendants au cinéma, en se disant, bon, ben, globalement, c'est parce qu'il n'y a pas de représentativité, et il faut faire un effort pour une meilleure représentativité. Donc, on va pointer le fait que, par exemple, au cinéma, il y a des comédiens qui sont invités à jouer des rôles de subalternes, évidemment, et toujours les mêmes, de manière complètement caricaturale, alors qu'on pourrait très bien imaginer des personnages afrodescendants, métis, noirs, perçus comme ayant une altérité, jouant des rôles forts qui ont une incidence sur l'ensemble de l'histoire qui est racontée. Mais c'est toujours par rapport à quelque chose qui est lié au contemporain. C'est-à-dire, on regarde notre société aujourd'hui, on n'a pas que des afrodescendants comme directeurs, comme en fait, je veux dire, taximètre ou comme femme de ménage ou comme infirmière ou infirmier. Il y a des afrodescendants dans tous les corps de métier, bien entendu, et à des postes de direction aussi particulièrement importants. Mais le cinéma ne le présente pas. Or, cette réalité, effectivement, alors on peut l'analyser, il y a un film encore, un documentaire qui est sorti récemment, on peut analyser cela par rapport à la question de la représentativité et le fait que, eh bien, effectivement, beaucoup de ceux qui ont les manettes pour réaliser ou produire du cinéma ne pensent pas au-delà du bout de leur nez et ne pensent pas à une globalité. Donc, ils pensent de manière un peu myope. On essaie de l'expliquer comme ça. Mais la question du théâtre, alors c'est vrai que le théâtre, c'est une niche, c'est élitiste. La question au théâtre, elle se pose de manière radicalement différente. D'abord parce qu'il y a des comédiens qui font des formations dans les écoles. Et ensuite, ces comédiens dans les écoles, eh bien, ils ont été formés à jouer un maximum de rôles, notamment du répertoire. Mais une fois sortis de l'école, et c'est pas sans avoir eu parfois des difficultés même à l'école, hein, bon, certains dans les écoles de comédiens parfois sont obligés de se battre éventuellement pour avoir des rôles
tels qu'ils les imaginent, enfin, donc des rôles qui vraiment font partie, du coup, des héros de notre théâtre et des héroïnes de notre théâtre. Mais en ce qui concerne finalement la sortie de l'école, eh bien, tout d'un coup, très vite, ils ne seront plus dans ces espaces-là. Alors, ils ne pourront pas, ils ne seront pas distribués ni dans le théâtre, donc on va dire répertoire historique, ni non plus dans des pièces de théâtre plus sur le contemporain. Mais à force de vouloir réfléchir par le cinéma, qui est une industrie avec ses enjeux complexes, la réalité du théâtre, eh bien on réfléchit à rien. C'est pour ça qu'on reste dans un impensé, puisque au théâtre, il y a une histoire de la présence d'acteurs. Ces acteurs, on les a oubliés, parce qu'on a une petite mémoire. Et du coup, je voulais parler de cela aussi, c'est-à-dire ne pas foncer. Je pense qu'il y a des tentatives d'analyse, enfin, sur le net, on trouve des commentaires. Mais si on se contente d'analyser la question du manque d'acteurs afrodescendants au théâtre, sans regarder dans le passé comment les choses se sont mises en place et comment l'influence finalement de la société, du politique est importante à envisager pour comprendre ce qui nous fait finalement avoir à un moment donné donc le sentiment que les choses sont absolument insupportables. Donc c'est vrai que ne pas parvenir à regarder autrement les acteurs afrodescendants qu'en les envisageant comme racisés, et qu'on arrive en 2020 à devoir utiliser le mot de racisé, alors qu'à l'époque donc où se jouait, par exemple, c'était les années 80 ici, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était l'époque où Coltès, où Richard de Marcy, où également, bien sûr, Brooke, faisait un théâtre avec des acteurs afrodescendants. Bon, quelque chose se passait à cette époque-là. Bien, je me demande aujourd'hui comment on les appréhenderait, donc en 2020. On est donc, en ce qui concerne vraiment le théâtre, dans quelque chose qui a besoin tout le temps d'être dans des allers-retours avec le politique et avec l'histoire. On ne peut pas penser le théâtre sans l'histoire. Donc la réflexion sur la relation entre race et théâtre passe effectivement par ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de revenir sur le théâtre du 19e, le théâtre du 18e même avant, même ce qui se passe à l'époque de la Renaissance, par exemple. C'est ça qui est étonnant. Voilà. Ouais. La question de l'esclavage, par exemple, elle est absolument déterminante dans l'histoire de la représentation des Noirs au théâtre. Le fait qu'il y ait à un moment donné une occultation a été entre autres liée à la censure très très forte qui marquait effectivement le XVIIIe siècle. Et du coup, on a eu absolument une disparition de personnages qui pouvaient être appréhendés comme ayant une différence venant alors aussi d'un ailleurs. Donc ça, c'est aussi un enjeu important. C'est bien sûr Genet qui fait cette boutade au début des Nègres, mais c'est vrai qu'on ne cesse de la réutiliser parce que c'est vraiment la question qui est vraiment l'évidence par excellence, c'est de quelle couleur c'est un noir. Tout le monde va vous dire noir, 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 mais c'est de quelle couleur un noir? Et du coup, quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'on commence à être noir et quand est-ce qu'on ne l'est pas? On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la perception, qui est de l'ordre du fantasme, de l'invention totale, et qui a été ensuite exploité, évidemment, par des pensées politiques populistes, nationalistes, bien sûr. Donc ça a eu une incidence aussi, parce que on parle souvent de frilosité, mais ça a aussi, bien sûr, une influence. Il y a des effets, enfin j'essaie d'en parler un peu, des effets pervers aussi, comment à un moment donné, en voulant parler par exemple de la question migratoire au théâtre, puisque dans les années 80, ça devient une question très très forte, eh bien, en parlant de la question migratoire, on va finalement faire des pièces qui
traite de la question migratoire avec des personnages d'immigrés. Et tout d'un coup, les comédiens afrodescendants des années 80 vont se retrouver à n'avoir que des propositions de rôle d'immigrés. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Enfin, bon, comment ça se fait que je travaille sur ces questions? Enfin, c'est une question qui revient. Il se trouve... Alors, des fois, je me dis, oui, ça me force moi-même à me dire, mais qu'est-ce qui a été déclencheur? Pourquoi, à un moment donné, tu as eu envie de travailler sur les personnages noirs au théâtre, d'abord, et voir ces représentations? Eh bien, dans les années 80... Je pense que c'est ce qui a déclenché le DEA, hein, que donc j'avais fait avec Michel Corvin. C'est que j'avais été voir une pièce montée par Claude Régis, une pièce de Boto-Strauss qui s'appelle Le Parc, et dans lequel il y avait des comédiens du conservatoire, parce que je suivais en auditrice live donc la classe de Claude Régis au conservatoire. Il y avait des comédiens donc ivoiriens, gabonais, entre autres, aussi ici à Paris 3. Et ils avaient besoin donc d'un personnage dans le texte de Boto-Strauss qui date de 85. Je crois que la date de publication en français date de 85. Il y a un personnage qui s'appelle Le Noir. Et du coup, ce personnage, Claude Régis, l'a habillé en éboueur. Il était habillé en éboueur de l'époque, parce que c'était la grande époque où les éboueurs maliens, il y avait eu des accords entre... C'était son costume. Le costume dans la pièce, c'était un éboueur. Je me suis demandé comment on passait du noir... voilà, le noir, immigré, éboueur. Et c'est du contemporain, c'est Claude Régis, c'est Boto-Strauss, enfin... Et ça m'a donné envie, effectivement, de me poser la question, mais comment c'était avant? Et quels sont les premiers dramaturges qui ont quand même convoqué des personnages donc perçus comme noirs dans un contexte, donc à quel moment on pouvait remonter, enfin, quand est-ce que ça arrivait? Est-ce que c'était au 19e? Est-ce que c'était au 17e? En fait, donc, c'est pour ça que j'ai empoigné tous les bouquins de théâtre de la Théâtrothèque pour arriver à trouver des personnages donc, qui étaient identifiés comme noirs ou africains. Donc on en trouve dès la Renaissance. Ah oui, oui. En fait, il y a à la Renaissance la fabrication de... Bon, ce que j'appelle en fait l'ambassadeur d'Afrique dans le livre, le principe de l'ambassadeur d'Afrique. En fait, les personnages noirs, donc les premiers personnages noirs effectivement du théâtre français, c'est sous la forme de personnages hauts en couleur, travestis, avec des plumes et des grands costumes très très attractifs. Qui sont donc pris en charge par des aristocrates, des nobles, dans ce qu'on appelait des ballets de cour. Ce sont des divertissements donc, qui se développent dès la fin en fait, du XVIe siècle, hein, et qu'on va retrouver ensuite régulièrement, même au XVIIe, sous différentes formes. Ce sont ces ballets de cour dans lesquels, finalement, des nobles s'amusaient à se travestir en ambassadeurs venant d'un territoire inconnu et qui apportaient avec eux un apparaître repoussant, donc qui était absolument pas digne d'être aimé. Donc la construction en fait bien sûr de ce qu'on appellera plus tard le préjugé de couleur se fait là de manière très très forte, parce que c'est en même temps un atout de rhétorique, c'est-à-dire que à la Renaissance il y a le début d'une espèce de jeu de rhétorique avec des bons mots pour tenter finalement de convaincre les dames de la cour que ces ambassadeurs d'Afrique, alors qu'ils sont travestis, donc ils ont des masques, des plumes, veulent se faire aimer, même s'ils ne sont pas aimables. Ils sont brûlés par le soleil, mais ils vont avoir une poésie, une inventivité tellement grande qu'ils vont finir par séduire les dames. Donc c'est complètement une espèce de rhétorique courtoise et un artifice, hein. Donc c'est un costume. C'est un costume qui fait partie, en fait, d'une forme presque carnavalesque qu'on va retrouver par la suite pour d'autres raisons, mais on est vraiment dans le costume. La particularité de ce moment-là, c'est qu'au même moment,
où ces spectacles, donc dits ballets de cour, divertissement, se déploient. Et ils sont nombreux puisque, en fait, au début, donc j'avais découvert un travail qui avait été fait sur la littérature par Léon François Hoffmann, qui s'appelle donc Le Nègre romantique. Et dans Le Nègre romantique, donc c'est un Américain mais d'origine française, hein, Léon François Hoffmann, son livre est traduit en français à la fin des années 70, et il avait donc fait un recensement, enfin, de ces ballets de cour. Il avait fait référence dans son livre aux ballets de cour. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de ballets de cour qui mettaient en scène des personnages venant d'Afrique. Que le personnage de l'ambassadeur d'Afrique est vraiment un type très, très, très important. Alors, il y a par contre pas de personnage au féminin. Donc on voit bien qu'on est dans une construction rhétorique, esthétique, qui a à voir avec le baroque aussi. C'est vraiment très, très marqué baroque. Par contre, donc, ce qui est affolant, c'est que au même moment, on est quand même dans les débuts de l'esclavage. C'est-à-dire qu'au moment où on présente des Noirs sous cette forme-là à la cour, eh bien, au même moment, on transporte des Africains vers les Amériques, et l'ambassadeur d'Afrique, et cette image à la fois noble, même si on se moque de son apparaître, hein, et de sa couleur, mais quelque part, on est en totale dichotomie avec la réalité. Et surtout, on essaye de ne pas évoquer la question de l'esclavage. On n'est absolument pas, c'est-à-dire qu'il y a une occultation totale. Alors, il y a du théâtre baroque qui se préoccupe un petit peu de ça au début du XVIIe siècle, mais c'est souvent très, très allusif. Si on regarde, même dans le théâtre shakespearien, par exemple, bon, on a tous en tête Othello, donc c'est quelque part, c'est la stature de l'ambassadeur d'Afrique. Il y a un personnage aussi dans une pièce anonyme au tout début du XVIIe siècle qui s'appelle Le Mort Cruel, et qui met en scène, par contre, là, un esclave, mais c'est Le Mort Cruel et son maître espagnol, enfin c'est un titre à rallonge. Il y a très peu de pièces qui traitent de l'esclavage. Celle-ci est vraiment exceptionnelle, hein, et elle est anonyme. Et c'est une pièce qui est en fait assez politique, puisqu'au début du XVIIe siècle, il y a une nécessité de faire comprendre, en tout cas aux rois, qui ne sont pas du tout... le roi de France ne veut pas se lancer dans la pratique de l'esclavage. Il ne faut pas penser non plus que... le pouvoir à l'époque est partie prenante donc de cette logique-là. C'est pas si évident que cela du tout. Et la pièce démontre le danger dans lequel l'Europe se mettrait si l'ordre esclavagiste se répandait sur les Antilles, sur les îles. Enfin, voilà, c'est une espèce de mise en garde. Et cette mise en garde... Bon, elle se fait aux dépens, évidemment, des Espagnols qui sont censés être les grands... Donc, c'est les Portugais qui commencent la déportation, la traite, les Espagnols, et les Français sont en situation de dire « Oh là là, ne faisons pas comme les Espagnols, regardez, c'est dangereux. » Le maître espagnol a été, en fait, attaqué par son... Dans l'histoire que raconte Le Mort Cruel, le personnage... enlève les enfants et la femme du maître de l'intérieur du château. Donc ça montre aussi comment, de l'intérieur du pouvoir, l'esclave peut en fait se rebiffer et faire basculer tout l'ordre esclavagiste. En fait. Donc c'est une pièce bien sûr très intéressante qui a été montée et jouée à Rouen. En fait, elle a été montée à l'époque, donc elle a été effectivement montée. Mais sinon, si on regarde sur l'ensemble du XVIIe siècle, eh bien, on va avoir la récurrence de ces spectacles avec l'image de l'ambassadeur d'Afrique. On retrouve des pièces avec l'équivalent des turqueries, si vous voulez. Par exemple, l'ambassadeur d'Afrique de Duperche, c'est cela dont il est question. Il s'agit d'un personnage qui va se faire passer pour un Africain et donc pour un roi, enfin un ambassadeur, avec donc tout l'humour que ça peut avoir. Mais le but... n'est pas du tout de parler de la question de l'esclavage, la question... Donc il y a en fait une censure très forte, une occultation, donc sans jeu de mots on pourrait parler de blackout, mais on est vraiment dans cette logique-là. Du coup il faut attendre en fait un moment un peu particulier au XVIIIe siècle. C'est au XVIIIe et que des personnages
parce que finalement, convoquer un personnage noir ou un Africain dans le théâtre, c'est presque se mettre ici en situation d'évoquer la question de l'esclavage. Donc pour éviter la question de l'esclavage, eh bien, les pièces de théâtre éviteront ces personnages-là. Mais il y a un auteur assez étonnant, et donc qui mérite effectivement qu'on se penche dessus, et beaucoup de metteurs en scène dans les années 70, en tout cas, Chéreau va s'en emparer, et il va complètement révolutionner le regard qu'on aura sur cette pièce, c'est La dispute de Marivaux. En fait, et c'est aussi, alors c'est vrai que c'est tout un contexte, les années 80, c'est le moment où on se rend compte que Marivaux n'est peut-être pas aussi mièvre et aussi plein de marivaudages et que c'est pas pesé avec des toiles d'araignée, comme on s'amusait à se moquer de Voltaire de voilà. son camarade Marivaux. Exactement. Non, qu'en fait, il y a des choses bien plus complexes chez Marivaux que cela, voire subversives. Et notamment, il écrit cette fameuse pièce de La dispute, qui est difficile à monter, parce qu'elle est évidemment perclue de préjugés racistes, bien sûr. Enfin, le terme est anachronique, puisqu'on ne parle pas encore de racisme en 1844, en 1744, c'est la date de la pièce. Mais l'intérêt de cette pièce, c'est qu'elle met en scène une expérience, alors une expérience qui est quand même téléphonée, qui est sans doute pas vraie. Bon, ça joue beaucoup sur l'idée aussi d'une vraie fausse expérience. Mais l'expérience, ça serait de reconstituer des conditions qui permettraient de savoir qui d'Ève ou d'Adam, en gros, qui de la fille ou du garçon est inconstant, le premier. Et donc, on est dans le contexte des salons, que c'est aussi l'époque où on a découvert, donc c'est une époque importante, 1744, parce qu'il y a plein d'exemples d'enfants sauvages. On découvre des enfants sauvages, et d'ailleurs ça va beaucoup inspirer aussi Rousseau, cette découverte des enfants sauvages. Donc on sait qu'il a été inspiré par ça aussi, donc Marivaux, c'est-à-dire reconstituer une expérience où des enfants seraient élevés dans une forêt comme des sauvages. Mais il faut qu'ils soient sauvages, mais pas trop. Donc il faut quand même qu'ils aient du langage, parce que sinon qu'est-ce qu'on fait comme pièce de théâtre s'ils n'ont pas de langage? Donc il va chercher une situation qui permet à ces enfants qui seraient élevés comme dans la situation des sauvages, eh bien quand même d'avoir un petit semblant d'accompagnement, d'échange humain, de langage. Donc la fille est élevée seule, le garçon est élevé seul, mais ils ont des, surveillants, valets, accompagnants, c'est difficile de les identifier, mais surtout, Marivaux ne dit pas au début de la pièce, comme Boto-Strauss, le noir, par exemple. Donc, il ne dit pas des valets esclaves ou des valets noirs. Non. C'est Caryse et Mesrou. Il y a donc Aiglé, Azor, Caryse et Mesrou, et puis les deux personnages qui sortent à la fin. Mais il ne donne que les noms. Il ne donne pas de référence, même ni d'âge. Il y a juste les noms dans la didascalie liminaire. Ce qui fait qu'on découvre leur noirceur, entre guillemets, dans le texte, évidemment, en découvrant tout d'un coup que... Alors, il n'y a jamais le mot nègre non plus. Et en fait, c'est entre autres Aiglé qui commence à dire à Caryse à un moment, oui, mais comment vous faites, vous qui êtes si noir, et comme vous êtes noir, vous ne pouvez pas vous aimer. Enfin, donc ça crée, entre Caryse et Mesrou, qui sont donc le couple noir, et puis les enfants qui sont blancs, donc ça crée une situation qui permet effectivement de traiter des jeux de miroir. Mais surtout, ça convoque des personnages qui finalement, par rapport au contexte de l'époque, sont quand même pensés comme en dehors de la civilisation. Enfin, moi j'y voyais cette dimension-là, c'est-à-dire ce sont des valets neutres, en quelque sorte, puisqu'ils ne sont pas identifiés comme sauvages, ils ne sont pas non plus identifiés comme vraiment des valets qui auraient donc la capacité de transmettre une éducation. Donc ils ne font qu'accompagner, ils n'éduquent pas les enfants, ils ne les éduquent pas. Mais c'est une des premières pièces où finalement des êtres humains, considérés comme êtres humains, avec, ça n'empêche pas évidemment ce regard quand même assez réducteur,
sur cette espèce de neutralité. Hein. Donc ils sont très curieux, ces Caris et Mézeroux. Et du coup, la pièce, comment elle a été montée? Elle a été montée à la Comédie Française, donc la première fois, et ça a été un ratage, enfin ça n'a pas du tout plu. On ne sait pas, enfin c'était évidemment des personnages blancs qui étaient maquillés. Et ce qu'a fait Chéreau dans les années 70, c'est que ces deux personnages-là, au lieu de les travestir, au lieu de prendre des blancs et de les faire jouer avec un visage maquillé ou de mettre un masque, il est le premier à avoir vraiment convoqué, ce sont deux artistes musiciens, chanteurs de gospel, de jazz, enfin de gospel, américains, qui ont joué ces rôles. Et après, il y a eu Pitoiset qui a monté aussi avec des comédiens afrodescendants, bien sûr, enfin en allant chercher des acteurs noirs, mais ce moment-là, c'est vraiment aussi on se rend compte que la pièce de Marivaux, elle est très très curieuse et elle anticipe quelque chose à un moment où il ose faire ça. Et vraiment, il n'est pas question de l'esclavage. Donc il réussit, je dirais, à faire une entourloupe à la censure, puisqu'il a eu l'autorisation de faire jouer sa pièce. Mais sinon, il y a une autre pièce amusante à évoquer, c'est Le Nègre Blanc. Donc là, on est beaucoup plus à la fin du XVIIIe. Comme il n'y a pas de possibilité vraiment de faire jouer des pièces qui convoqueraient la question de l'esclavage, et d'ailleurs, Olympe de Gouges va en faire les frais, ça va être très très compliqué, puisque c'est la première femme, la première dramaturge, et il se trouve que c'est une femme, à avoir osé écrire une pièce et l'avoir confiée à la Comédie Française sur l'esclavage. Et on va, donc, en mettant en scène un héros, Zamore, qui est le premier à vraiment tenter d'expliquer pourquoi l'esclavage et la traite ne peuvent pas continuer, pourquoi il faut abolir, pourquoi c'est quelque chose d'insupportable, enfin la souffrance qui est derrière, la déshumanisation, la réification de l'individu. Et la force de la pièce de L'Âme de Gouges, c'est qu'elle fait parler Zamore, qui est un esclave. Elle fait parler, et non pas, c'est pas un discours d'un blanc sur la question de l'esclavage. Or, donc la pièce n'arrivera pas à être jouée. On l'a contrainte de transformer les personnages en indiens, que la question de l'esclavage soit complètement anecdotisée. Ça a été assez compliqué. Et finalement, ça sera joué après la Révolution. Il a fallu qu'il y ait la Révolution française, et après la Révolution, la pièce a pu être jouée. Mais le 18e, je parlais du Nègre Blanc, c'est parce que cette pièce, elle est amusante, c'est une pièce de Dorvigny, et donc là, c'est vraiment autour des années 1770. Comme la question de l'esclavage ne peut pas être convoquée dans une pièce, Dorvigny fait le principe de l'ambassadeur d'Afrique. Donc il joue sur un personnage de femme passionnée de curiosité, qui a une fille et qu'elle veut marier à un vieux grigou, en gros. Et lui, il est amoureux de la fille. Et pour s'introduire dans la maison, son valet a une très bonne idée. Il demande à Valère de se déguiser en nègre blanc. Et il fait croire à la passionnée de curiosité que c'est une curiosité extraordinaire, puisque c'est un nègre blanc. En fait, alors pour elle, donc c'est très drôle, elle est persuadée que c'est bien un nègre, autrement dit, un noir des Amériques esclaves, donc il a l'apparaître d'être blanc. Et du coup, en fait, c'est Valère, mais elle ne le reconnaît même pas, elle n'envisage même pas, du coup, que finalement, c'est l'homme qu'elle connaît, puisqu'on lui a dit que c'était un nègre, donc inférieur, mais là, pour le coup, qui est donc en situation de curiosité. Et du coup, ça permet... Alors, il y a quelques petites phrases sibyllines à l'intérieur de la pièce de Dorvigny qui critiquent justement la condition de l'esclave. Mais c'est une entourloupe, je dirais, pour traiter effectivement de l'esclavage sans avoir à
trouver une solution de maquillage sans avoir à convoquer l'Afrique, sans avoir à convoquer les Antilles. C'est une espèce de pied de nez de D'Orbigny, et c'est une pièce qui a été jouée devant le roi. C'était donc joué à Compiègne, ça a été joué aussi dans le nord de l'Europe. Et D'Orbigny est un grand dramaturge. Le à la succès, mode. alors c'est pas Oui, comme oui, pour oui. Olympe de Gouges. Ouais. Tout à fait. Oui. Mais Sylvie, là, on a peut-être besoin de sauter un peu par-dessus les décennies. Bah, bien sûr. Parce qu'en fait, une des grandes questions que vous évoquiez dans votre livre, c'est est-ce qu'on peut donner à des acteurs de couleur d'autres rôles que Othello, en fait? La grande question, c'est qu'on leur donne jamais les grands rôles du répertoire international, mais des rôles subalternes à part Othello. Et là, donc, il y a un verrouillage considérable dans tous les pays, énormément en France, qui bouge genre dans les années 70, 80, 90, avec un Cid noir joué par Wenham. Mais est-ce que là, vous dénoncez beaucoup de choses? Vous avez l'impression qu'on avance lentement ou pas du tout, ou beaucoup comment vous voyez ça depuis ces années 70 jusqu'aux années 2020? En fait, ce que je voulais essayer de montrer, c'est comment aussi les enjeux politiques ont étroitement influencé le théâtre, et comment le théâtre est donc complètement rivé aux questions quand même politiques. Dans les années 60, avec donc le contexte de la décolonisation, eh bien, on a des metteurs en scène qui tous vont considérer, enfin, l'ouverture que va représenter quand même une réflexion liée à la décolonisation, aux indépendances et à la reconnaissance aussi des intellectuels, afrodescendants, africains d'origine ou antillais d'origine, est tellement importante que on est quand même dans un contexte où les metteurs en scène, alors on peut pratiquement citer tous les grands metteurs en scène qui vont marquer l'histoire du théâtre des années 60-70, que ce soit donc Jean-Marie Serrault, que ce soit Jean-Louis Barrault, Pierre Debauche, Raymond Rouleau, tous ces metteurs en scène-là, et Vitesse aussi bien entendu, sont des metteurs en scène qui vont travailler avec des artistes non blancs, qu'ils distribuent dans des rôles. Et c'est vrai que tout n'est pas dans le meilleur des mondes, mais on est dans une période quand même où on aurait pu imaginer que les choses étaient plus figées, plus gelées en quelque sorte. Et en fait, on s'aperçoit que pas tant que ça, puisqu'il y avait effectivement des comédiens comme par exemple Georges Aminel ou aussi Daniel Sorano, ou des comédiennes comme Jenny Alpha ou aussi Darling Legitimus, mais donc ça sera plus difficile quand même pour la condition des femmes, hein, les femmes afrodescendantes, c'est encore plus difficile, mais ces comédiens-là auront une présence, vont travailler avec ces metteurs en scène, et surtout, ils sont peut-être pas non plus donc aussi nombreux que cela, mais ce qui est intéressant dans ces années-là, c'est qu'ils ne sont pas distribués dans les rôles d'Othello, systématiquement, par exemple. Pas du tout, puisque Georges Aminel, qui rentre à la Comédie Française en 67, il est très vite distribué dans des rôles du répertoire et des héros, des personnages importants. Il joue Alexandre, par exemple, dans le Lorenzaccio, mise en scène par Debauche. Il a vraiment des rôles qui ne sont pas forcément liés à son apparaître non blanc. Alors, c'est vrai qu'il faut même se souvenir que Sorano, qui est décédé très tôt, il meurt en fait en 62. Donc, ça lui laisse, il a une carrière absolument fulgurante, mais il a eu une carrière qui, avec la télévision et le RTF, lui a permis d'avoir une grande visibilité, une grande popularité auprès du grand public. Alors c'était une époque, il faut savoir qu'en les années 60, on faisait des émissions de radio, théâtre et université, on filmait des pièces de théâtre, il y a plein de dramatiques qui étaient filmées, et il y a notamment Claude Barma qui a filmé des dramatiques avec Sorano, en Cyrano de Bergerac, Cyrano en Macbeth. Il a aussi joué à Othello et joué
plein d'autres personnages, et puis donc travaillait avec Villard auprès de Gérard Philipe, et on considérait à l'époque qu'il était la réincarnation de Molière. On en faisait donc vraiment la réincarnation de Molière, et il a vraiment été un Sganarelle extraordinaire, enfin qui a beaucoup marqué l'histoire. Or, il a marqué l'histoire du théâtre, mais il a marqué l'histoire du théâtre, on a imprimé son nom ici ou là, on ne sait même pas aujourd'hui pourquoi le théâtre de Dakar s'appelle Daniel Sorano et qu'il y a aussi un théâtre qui s'appelle Daniel Sorano en banlieue, j'ai oublié où, c'est à Suresnes, c'est ça? À Suresnes, je crois. À Toulouse, en tout cas. Et à Toulouse, donc bien sûr le théâtre Daniel Sorano de Toulouse, puisqu'il a fait ses études à Toulouse et il était de Gascon d'origine. Or, cette réalité-là, qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir une vision particulièrement héroïque et une vedette, une star. Enfin, Daniel Sorano a vraiment été, à son époque, une vedette. Hein. Ça a été une vedette à faire les couvertures de magazines. Donc, c'était important. Ça a été fulgurant. Ça a duré très peu de temps. Georges Aminel a eu aussi une notoriété. Et il se passe quelque chose à un moment donné. Donc, c'est la fin des 30 Glorieuses. Moi, je pense vraiment... Enfin, il y a un moment qui est marquant, c'est que la France, d'après les indépendances, ne s'est pas pensée tout de suite comme un territoire d'immigration. Et donc, il y a eu les indépendances, il y a donc ce moment où donc, il faut penser les choses autrement, où le théâtre va commencer aussi à aller du côté des auteurs, des dramaturges, penser le théâtre aussi dans une autre... donc dans une espèce de respect, entre guillemets, de la différence. Donc c'est tout le travail aussi de Jacques Scherrer, hein, qui va essayer de découvrir les dramaturgies africaines, de faire en sorte de les faire entendre, d'aller vers une altérité, de comprendre comment les choses se positionnaient. Et d'un autre côté, arrive donc le choc pétrolier, le début du chômage, des discours négatifs à l'égard de ceux qui constituent effectivement les immigrés. Et ce moment-là, c'est un moment où tout d'un coup, il y a une espèce de rétractation, de racornissement, en quelque sorte. Et évidemment, ça ne se fait pas en deux jours, mais il y a effectivement un racornissement, puisque à partir de là, il y a un moment où celui qui est perçu comme non-blanc donc, devient l'immigré, et on perd complètement l'imagination. Et du coup, on commence à penser qu'il n'y a pas de rôle pour des non-blancs dans le répertoire. Or, le problème, c'est que ce qui, moi, me pose... Enfin, c'est vraiment pour moi la question que je me pose tout le temps, c'est que qui connaît Hamlet? Qui sait si Hamlet, il était clair ou foncé de peau? Est-ce qu'il avait des boutons? Est-ce qu'il avait eu la petite vérole? Qu'est-ce qu'on en sait d'Hamlet? Qu'est-ce qu'on sait d'Hamlet? Et qu'est-ce qu'on sait à ce même titre de tous les personnages de notre théâtre? Et est-ce que c'est la manière dont il faut monter une pièce aujourd'hui, en se disant ah bon, alors Célimène, donc elle était blonde, elle était brune, elle avait les cheveux bouclés, est-ce qu'elle était acnéique puisqu'elle était toute jeune? Célimène, quel apparaître? Célimène, c'est une jeune fille qui est séduisante, sans doute, en tout cas, bon. Mais qu'est-ce qu'on sait de son apparaître? Or, on oublie aussi, donc il y a tout un pan de notre histoire, parce qu'en faisant cette espèce de raccourci, en pensant que, bon, alors c'est Molière, donc Molière, c'est le XVIIe siècle, donc au XVIIe siècle, il n'y avait pas de Noirs autour de Molière, donc les personnages qui étaient autour de Molière, ils étaient forcément blancs, donc si Molière pensait Célimène, il pensait Célimène blanche. Il y a une espèce de construction comme ça. Sauf que, mais ça n'est pas vrai du tout. Ça n'est pas vrai du tout. Tout simplement parce que, vous savez, il n'y a rien de plus partagé, justement, que l'amour, le sexe, les rapprochements des corps. Et il ne faut pas du tout penser qu'il n'y avait pas de métis à la cour même de Louis XIV. Même Louis XIV a sans doute eu une fille métisse. Donc, enfin, j'ai oublié le nom, et donc elle a été maintenue dans un couvent, évidemment. Mais, donc, pourquoi penser qu'à l'époque où il y avait l'esclavage, où il y avait une circulation, de toute façon, des
des valets, qu'il y avait une société blanche, et notamment à la cour, en plus, non, c'est une aberration. Et les métissages, par exemple, on sait que le fameux... Enfin, il y a des personnages autour de Lorenzaccio, donc, qui était Alexandre, entre autres, il était sans doute métis. Donc, c'est une aberration de penser les choses en termes de raisonnement, d'authenticité et de réalisme. Parce que du coup, à un moment donné, on se perd totalement. Les secrets de famille, vous savez bien, même toutes ces histoires-là, donc c'est le théâtre au fond. Donc vouloir essayer de coller un apparaître et donc une couleur à un personnage et penser que Célimène est forcément blanche, que Agnès l'est aussi, ou que le Cid est blanc, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, et d'autant moins d'intérêt aujourd'hui, puisque du point de vue des corps même, c'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que les corps de ces personnages lointains sont... En fait, on a plus de proximité. Quelqu'un qui paraît blanc aujourd'hui et quelqu'un qui paraît noir aujourd'hui, ils ont plus de proximité dans leur rapport au monde et dans leur chair que nous en avons aujourd'hui avec les hommes du XVIIe ou du XVIe siècle, les hommes et les femmes du XVIe siècle. Donc, enfin... Penser en ces termes, c'est aberrant. Alors après, on va dire, oui, puis de toute façon, il y a la Convention. Mais je ne pense pas que la Convention... Enfin, bien sûr, la Convention permet de régler le problème et de se dire, voilà, par la Convention, les choses fonctionnent très bien. Bien sûr, la Convention, c'est le théâtre. Mais si on veut des raisons même, je dirais, presque techniques, scientifiques, on peut les trouver aussi. Donc, après, faisons fonctionner la Convention. Et effectivement, on n'a pas besoin de se poser des questions de race au théâtre. Donc si j'ai voulu parler de race et théâtre, c'est justement pour que on arrête la racisation. C'est ça, en fait, qu'on arrête de penser l'autre en se disant « Oui, mais toi, alors, est-ce que vraiment tu peux jouer tel rôle parce que tu me parais pas être de la bonne couleur ?» Sylvie, vous avez gratigné un peu Stéphane Brochevêque qui dirige l'Odéon et Mathias Nordet qui dirige le théâtre des Charles de Strasbourg. Pas méchamment, mais ce sont deux personnes qui ont décidé de faire un effort, de faire entrer des comédiens de la diversité, comme on dit peut-être à tort, enfin de façon un peu simpliste. Et est-ce que ces gens-là, par exemple, ils vous ont lu? Est-ce que vous avez déjà des réactions de lecteurs de ce type de personnes dans le Gotha du théâtre? Alors, donc je pense pas qu'il m'ait lu, mais ça va pas tarder, j'espère bien. Hein, j'espère bien. Alors, c'est pas que... Bon, vous dites que je les ai gratigne. Non, je crois pas que c'est gratigné. C'est simplement que... bon, moi, je crois beaucoup en la capacité de l'homme à changer et à avancer. À un moment donné, donc Stéphane Braunschweig a fait des déclarations qu'il a manifestement regrettées par la suite, puisqu'il a changé son fusil d'épaule et il a tenté quelque chose. Ça montre que c'est quelqu'un d'ouvert et d'intelligent qui est capable de reconsidérer les choses. Et je peux dire la même chose de la part, au sujet de Stanislas Nordet, qui a monté plusieurs fois la dispute. La première fois qu'il a monté la dispute, il a monté la dispute avec un blackface. Donc, c'est bien quelqu'un qui est capable de changer et qui a bien réussi à avancer aussi. Et Dieu sait que c'est peut-être une des personnes qui essaye au moins de se poser la question et de faire avancer les choses. Par contre, je pense que la question, c'est ce que je disais tout à l'heure, la question du social est problématique. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut vraiment se cogner la question de la racisation, entre guillemets, pour ne pas se voiler la face derrière la question sociale. Parce qu'on n'avancera pas. On n'avancera pas, tout simplement, parce que ça n'est pas une question sociale. Ça n'est pas une question sociale. Si on se convainc de ça, on passe à côté du vrai problème. Comme le temps tourne, on va peut-être demander des questions à tous nos amis. Qui veut poser une question à Sylvie Chalaine? Oui, par rapport à la question justement de la problématique sociale, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par exemple,
sur les écoles nationales, sur le parti qu'elles prennent, je pense, CSOD, TNS, justement, dirigé par Stanislas Nordet, qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une envie de casser un peu ces codes-là, et en même temps, je trouve que c'est assez paradoxal. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, il est vrai que il y a une difficulté à un moment donné. Donc, dans les années 70-80, il y a des comédiens dans les écoles de théâtre. Et puis, il y a eu un moment, donc, qui coïncide aussi avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que des directeurs de théâtre qui ont dit oui, mais il n'y a pas de rôle pour ces personnages. Enfin, il n'y a pas de personnage pour ces comédiens, et donc qui ont soulevé la question de l'emploi. Pour dire que, donc, en gros, finalement, on ne peut pas prendre ces acteurs dans les écoles. Donc ça, c'est très circonscrit aux années 80, parce qu'il n'y a pas d'emploi pour eux. Parce qu'on n'avait pas d'autre visibilité que Coltès, qui du coup, Coltès s'est engagé aussi à dire, mais donc moi, je veux qu'il y ait toujours un noir dans mon théâtre. Il sera toujours dans un coin, mais il sera là, dans des pièces que j'écris. Aussi pour justement qu'il y ait des rôles pour ces acteurs. Ce qui fait que donc ça a créé quelque chose d'un peu, je dirais une prise de conscience, une crise à ce moment-là. Il y a eu une petite crise. Mais les écoles par la suite ont quand même pris donc des acteurs, que ce soit le conservatoire, que ce soit l'école de Saint-Étienne, l'école de Strasbourg, enfin l'ENSAT, il y avait des comédiens. Des tas de comédiens qui sont sortis de ces écoles dans les années 80-90, qui sont sortis. Et qui peut-être ne faisaient pas toujours à l'intérieur de l'école ce qu'ils souhaitaient comme rôle. Ludmilla Dabo dit bien aujourd'hui, par exemple, combien elle était touchée qu'on ne veuille pas lui laisser jouer Agnès, ou des comédiennes, beaucoup comme... Christine Farinck, par exemple, a écrit sur le syndrome de Phèdre pour expliquer comment, finalement, les comédiennes antillaises se projettent dans Phèdre, entre autres à cause du métissage aussi de Phèdre. Et finalement, on leur donne jamais Phèdre à jouer. Et du coup, ça crée une espèce de complexe de Phèdre. Cette réalité-là, donc, elle est bien, finalement, du côté de ceux qui n'arrivent pas à distribuer les comédiens différents, afrodescendants, en tout cas perçus comme non-blancs, dans les rôles. Dans les écoles où aujourd'hui on dit bon, on va faire une action, on fait une action, on convoque, on va prendre de plus en plus, presque créer un dispositif de quotas. Si l'intention, elle est très bonne au départ, mais elle n'est pas d'une grande originalité par rapport à ce qui a été fait avant. Le vrai enjeu, c'est après l'école. C'est vraiment après l'école, comment on accompagne les metteurs en scène pour qu'ils soient prêts à distribuer des acteurs non blancs dans leur distribution. Alors, il y a une chose qui est très très importante, et ça c'est le dispositif de Stanislas Nordet, notamment au TNS, c'est que dans ce projet de faire une classe où on réunirait des racisés entre eux, ou en tout cas des discriminés, parce que c'est le terme, ça a un effet pervers parce que ça ramène les discriminés entre eux, et du coup on fait des ateliers pour monter, par exemple le misanthrope, qu'avec des comédiens discriminés. Et puis après, on va montrer le spectacle et on va dire, oh, regardez comme ils sont beaux dans ce spectacle, on n'aurait pas pensé qu'ils étaient si proches du misanthrope. Et du coup, on reproduit une forme d'exhibition. En tout cas, moi je dis attention, est-ce qu'on risque pas de faire ça? Par contre, l'effet positif, c'est que beaucoup de metteurs en scène qui n'auraient jamais pensé qu'il y avait justement des acteurs non blancs qui viennent d'origines sociales très diverses, et donc du coup qui ne sont pas, parce qu'ils sont non blancs, de la banlieue, parce que je ne vois pas pourquoi ça va ensemble nécessairement. Et puis être non blanc, c'est très vaste, puisqu'on peut être antillais, on peut venir de la Réunion, on peut venir de Madagascar, on peut venir de la Nouvelle-Orléans, bien sûr, on peut venir de la Nouvelle-Calédonie, on peut... Enfin, c'est d'une vastitude extrême. On peut même être né en Algérie, par exemple, et avoir un apparaître d'afro-descendant. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, du sang noir aussi en Algérie. Donc, c'est très complexe. Et
la plupart du temps, on s'aperçoit que les metteurs en scène, les gens de théâtre, connaissent pas, ne les connaissent pas, les jeunes non-blancs qui font du théâtre, qui sont comédiens. Ils les connaissent pas. Et donc, du coup, le fait de faire ces ateliers, d'amener des metteurs en scène qui ont quand même une surface, à travailler avec des artistes, tout d'un coup, ils sont pas tout seuls. C'est pas un seul qui est ou deux dans une promotion. C'est tout d'un coup voir que, mais si, il y a une diversité à l'intérieur de l'afrodescendance, je dirais. Eh bien, ça, c'est un grand pas. Parce que eux-mêmes, tout d'un coup, ils se disent, oui, mais finalement, j'ai vu jouer telle personne. Est-ce qu'elle pourrait... Enfin, ça crée du désir. À un moment donné, ça peut provoquer des situations de désir parce que, bon, bien sûr que la difficulté, la tragédie de l'acteur, c'est qu'il a besoin d'être désiré. Il faut qu'il soit désiré par un metteur en scène. Il ne peut pas arriver avec ses grands sabots et dire, bon, ben, moi, je veux... Non, et être dans la posture d'être désiré quand on ne vous connaît pas, quand... Donc ça a beaucoup à voir avec... C'est pour ça que la question, finalement, de la fausse question de la race, d'une certaine manière, a à voir avec la culture. La culture théâtrale n'est pas encore prête, et c'est pour ça qu'il faut y travailler, et que c'est à l'université qu'on peut faire ça. Ça me paraît très très important de faire en sorte qu'on parle de ces questions-là, que ça soit justement qu'on se rende compte que notre culture théâtrale n'était pas prête à envisager la diversité des apparaîtres non blancs à l'intérieur du théâtre. Et très souvent d'ailleurs, on pense si on a distribué un personnage noir dans une pièce, c'est déjà... Bon, ça suffit, on ne va pas en mettre 2 ou 3. Ça va faire trop, ça va se voir. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Or, pourtant, c'est par là que ça commence. Parce que, quand vous aviez... Enfin, on voit à la Comédie Française, par exemple, aujourd'hui, il y a 3 comédiens afrodescendants qui sont d'origines diverses, ils ont des appareils divers, ils peuvent jouer des rôles très différents. Il peut y avoir des grands musclés, des petits grêles, des chauves, des chevelus. Enfin, il n'y a pas un noir. Et donc, déjà, ça avance. Alors qu'évidemment, Aminel, en 67, après la fin des 30 Glorieuses et au moment où on a considéré que c'était problématique, on lui a retiré Oedipe et on lui a dit on va te proposer un Othello. Et il est parti de la Comédie Française parce que, il avait mauvais caractère et il a dit si c'est comme ça, je m'en vais. Et donc, il a finalement fait une carrière en travaillant avec d'autres images que celles de son corps. C'est toute la question du doublage. Il s'est mis à être double. Tout le monde connaît la voix d'Aminel. Tout le monde l'a dans les oreilles. C'est la voix de Grominet, c'est la voix de Dark Vador, de Yul Brynner, enfin de toutes ces voix d'Orson Welles. Et il a fallu qu'il endosse un apparaître autre pour exister dans l'imaginaire. Parce que c'était plus possible. Il le dit bien, à un moment, on lui donnait que des rôles de basané. Et donc, il avait envie de jouer autre chose que ça. Donc, il l'a fait de cette manière-là. L'important, je pense qu'elle est culturelle parce que les premiers à convaincre, les premiers à atteindre, ce sont effectivement les metteurs en scène pour qu'ils trouvent du désir à l'égard de ces acteurs qui sont pas blancs, en tout cas qui n'ont pas un apparaître blanc, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un apparaître blanc. Parce que, vous savez, il y a des personnes, on se dit, on les voit comme blancs, mais qu'est-ce qu'on sait de leur histoire? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui coule dans leurs veines? Qu'est-ce qu'on sait de leur origine? Mais par contre, c'est pour ça que je démarre le livre avec d'origine noire, parce que on entendait très souvent dans les années 80 cette chose-là. Et puis c'est sorti récemment encore dans un article de journal sur le net. Et là, ça a été retoqué tout de suite. Donc, comment peut-on dire à quelqu'un qu'il a une origine noire? Moi, je ne me sens pas une origine blanche, en tout cas. Donc, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire comment on rabat un apparaître sur un territoire. Donc, il n'y a pas de territoire qui soit lié à la couleur de peau. Ça, c'est une façon de penser le monde qui est très loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Or, on accepte d'avoir dans les oreilles les musiques noires. On écoute... quelles sont les musiques qui ne sont pas aujourd'hui influencées par les musiques noires? Je ne sais pas. Je pense qu'elles sont toutes contaminées, à mon avis, quasiment. En tout cas, toutes ces musiques-là, on les a dans les oreilles. Et par contre, on ne peut pas
voir du théâtre avec non pas une diversité, parce qu'il y aurait un blanc, un asiatique, mais non, mais qu'il y ait simplement une palette, un arc-en-ciel, des appareils, des corps. Le théâtre, ce sont des corps. Donc, et ce ne sont pas des origines, ce sont d'abord des corps qui sont convoqués. D'autres questions, oui. En fait, je trouve intéressant à analyser, c'est lorsque, paradoxalement, en fait, le théâtre prétend aborder la question de la racisation, voire du racisme, tout en ne s'extrayant pas lui-même des schèmes de pensée racistes et racisés. J'ai par exemple en tête la pièce de Sartre, La putain respectueuse, qui entend mettre en lumière, voire dénoncer le racisme américain au travers du personnage de Lizzie. En fait, il essaie de nous faire comprendre qu'on est responsable par nos actes du racisme. Et en même temps, dans sa pièce, il y a un seul personnage noir qui apparaît très peu, qui est le seul à ne pas avoir de prénom. Si je me souviens bien, dans les didascalies qui lui donnent la parole, il est désigné comme le nègre. Et c'est le seul personnage aussi dont on ne sait rien de l'histoire familiale, de l'histoire personnelle, du vécu, etc. Donc je trouve ça assez intéressant aussi de voir à quel point parfois le théâtre se cache derrière, certes, des bonnes intentions, mais qui pour autant ne remet pas en question ce qui a amené, ce qu'il dénonce en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de cas comme ça dans le théâtre contemporain. Alors, c'est vrai que l'exemple de La putain respectueuse est très particulier. Bon, on est juste après-guerre. On est dans un contexte qui est quand même celui donc de l'admiration que l'on peut avoir pour les États-Unis à l'époque parce qu'ils ont été les libérateurs, les Américains sont les libérateurs, et d'un autre côté, ils ont quand même la ségrégation. Et en France, donc, il y a pas mal d'intellectuels qui vont se dresser contre cette réalité-là, donc la ségrégation américaine, en ayant beaucoup de mal en même temps à envisager la question du point de vue de ce qui se passe aussi en France avec l'histoire coloniale. Après, donc cette pièce de Sartre, c'est une pièce qu'il écrit pour Habib Benglia. C'est donc Habib Benglia qui, donc après-guerre, fait du cinéma, mais il a vieilli aussi, il n'a pas autant de rôles. Enfin, apparemment, il a écrit la pièce vraiment. Il a écrit la pièce pour donc le comédien, pour que ce comédien joue donc ces personnages. Et dans les années 50, il y aura beaucoup de pièces de théâtre, Georges Aminel en jouera, qui traitent de la question de la ségrégation avec des comédiens, donc notamment donc les comédiens qui éclosent avec la Sorbonne, donc la compagnie des Griots, qui sera une compagnie importante. Le contexte américain intéresse le théâtre donc des années 50, et du coup ces comédiens-là sont convoqués pour jouer ces personnages. Mais en même temps, il est vrai que le paradoxe de la pièce de La putain respectueuse, c'est que ça reproduit exactement le contexte, justement. C'est l'impression d'une espèce d'identification à la situation américaine. Alors, c'est aussi peut-être pour refléter précisément la question finalement de la discrimination, pour tenter de faire comprendre aussi ce que ça représente d'être dans le mépris du nègre, du noir aux États-Unis. Après, donc c'est vraiment, c'est une pièce de cette période-là. Mais par contre, ça ne veut pas dire du tout que ce que vous pointez, on ne le retrouve pas de manière plus proche de nous. Ah oui, non, encore. C'est bien, c'est vraiment parce que cet exemple, il est très circonscrit. À la même époque, par exemple, Sylvia Montfort et Georges Aminel jouent une pièce dans laquelle Sylvia Montfort joue une femme aveugle et lui joue un Américain musicien et elle tombe amoureuse de sa voix. Et donc ça traite effectivement de l'impossible mariage et donc de l'impossible amour entre une femme blanche et un homme noir aux États-Unis. Et bon, la pièce n'aura pas non plus une réception. La réception est complexe parce que dans ces années-là, on ne veut pas taper sur les États-Unis. Donc à cause là aussi les problèmes politiques entre or Sartre le fait parce que Sartre il est communiste. Donc ces enjeux politiques qui nous échappent aujourd'hui complètement sont assez paradoxaux. Donc, ce qui fait que, par exemple, les pièces qui traitent
des méchants américains racistes étaient dans la presse en fait réactionnaire, absolument démontés. Donc pour dire mais comment on s'attaque à nos libérateurs, c'est absolument pas pensable. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que le théâtre est jamais très loin des enjeux politiques. Vraiment. Et ça n'est pas un divertissement sans conséquence, le théâtre. Donc c'est pour ça aussi peut-être que cette question, elle est si névralgique aujourd'hui et que, bon, tu parlais tout à l'heure de polémiques. Moi, je ne sais pas s'il y a eu des polémiques, je ne suis pas au courant, mais bon, je ne sais pas, voilà, s'il y a des choses sur les réseaux sociaux qui ont été... Je ne sais pas. Mais je pense que ça va, vous allez me venir, dire, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, sûrement? Il y a des questions. Pour le coup, je voulais parler d'une polémique, enfin, qui est celle des suppliantes de l'an passé. Les suppliantes devaient être jouées en début mars à la Sorbonne, pièce mise en scène par Philippe Brunet, qui avait fait porter à des jeunes comédiennes un masque et un grimage sous le masque. Suite à cela, Ariane Mouchkine et des intellectuels et des personnes du monde du théâtre ont écrit une tribune et des jeunes personnes racisées ont écrit une contre-tribune que vous avez signée, Sylvie, et que j'ai signée aussi, je fais pas très loin. Et j'aurais aimé savoir quelles étaient vos motivations et comment expliquer. Donc, cette tribune reprenait notamment la phrase « le jeu de la métamorphose ». Donc comme si de toute façon il fallait faire fi, ignorer la question de la couleur. Et voilà, et je voulais savoir quelles étaient vos motivations pour signer la contre-tribune. Ouais. Merci Raphaël. Alors, d'abord j'en parle donc largement dans le livre, hein, bien sûr, de cet événement. Donc, qui est d'autant plus intéressant, évidemment, qu'il s'est situé en Sorbonne, donc ça nous concerne de manière assez forte. Et je pense qu'il est aussi symptomatique de la grandiloquence, comme le dit Bérénice Hamidi-Kim, mais moi je parle parfois d'arrogance seulement, de la culture théâtrale et de ceux qui font la culture du théâtre. Comment ils sont convaincus d'avoir raison et au nom du fait qu'ils ont raison, ils maintiennent dans le mépris ceux qui ont pu donc pointer une gêne, d'avoir été finalement stigmatisés, d'être dans un temps où est-ce que c'est vraiment comme cela qu'on imagine justement des personnages venant d'Afrique, si on veut mettre en scène des personnages venant d'Afrique. Or, le fait de ne pas vouloir regarder justement la question et se poser la question de savoir d'où vient qu'il y a souffrance à cet endroit, pourquoi est-ce que ça pose problème, pourquoi est-ce que les associations antiracistes ont tout de suite considéré qu'il fallait peut-être imaginer une solution autre et donc justement peut-être travailler à partir des masques, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de personnages qui étaient avec des masques, il y avait un maquillage noir et il y avait surtout les perruques en laine. Or, la race ce n'est pas une question en fait de perruque, de couleur de maquillage. Ça n'est pas un travestissement. Ce qui fait que, en plus, l'inventivité théâtrale fait qu'on devrait pouvoir trouver des solutions autres si on veut absolument expliquer que les personnages viennent d'ailleurs. D'ailleurs, dans le théâtre, la plupart du temps, ça peut être simplement énoncé, exprimé. On n'a pas besoin de choses extérieures de manière très, 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 très visible. Enfin, du point de vue de l'inventivité du metteur en scène, c'est pas extraordinaire. Alors, après, son objectif, c'est pas d'être un grand metteur en scène avec une grande esthétique. Enfin, ça se saurait. C'est d'abord un helléniste, je crois, un universitaire. On peut pas être à tous les endroits. Donc, qu'il ait peut-être pas eu d'idée pour traduire cette dimension, ça peut très bien se comprendre. Ensuite, qu'il fasse pas les bons choix. Bon, après, ça peut être rectifié. Mais qu'il n'écoute pas, ça, c'est ça qui est le plus problématique. Après, c'est vrai que du coup, en partant au quart de tour derrière cette polémique et en donc proposant
finalement une tribune pour dire que le théâtre, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de créer, le théâtre est le lieu des métamorphoses. Certes, mais c'est la métamorphose qui est toujours pensée du même bord. C'est toujours avec le même regard surplombant qu'on pense la métamorphose. Donc, on peut penser la métamorphose d'un comédien d'apparaître blanc qu'on va faire jouer Othello en le maquillant en noir. Ça va. Donc, mais la métamorphose dans l'autre sens, donc, moi, j'ai pas d'exemple, à peine, de personnages qui seraient noirs et qu'on aurait voulu faire passer pour des blancs, en disant, si ce n'est, par exemple, au XVIIIe, quand on était d'origine métisse, enfin, qu'on était métisse, donc venant d'une origine antillaise ou autre, et que, comme tout le monde se badigeonnait de blanc, ça se voyait pas forcément, donc où on n'était pas dans l'idée de stigmatiser cette dimension-là. Mais en tout cas, au théâtre, dans le théâtre contemporain, on ne va pas demander à un comédien d'apparaître noir, de jouer un personnage blanc. Sauf, par exemple, dans le spectacle de Daniel Soulier, quand Daniel Soulier demande à Bakary Sangaré de jouer Vitesse. Et à un moment donné, il y a une superposition, donc il joue Vitesse, en train de se préparer pour jouer Oedipe. Et donc, du coup, pour jouer Oedipe, il se maquille, il a un visage blanc, mais c'est Bakary Sangaré jouant Vitesse sans maquillage, jouant Oedipe en train de se préparer pour jouer Oedipe. Et donc, du coup, le maquillage que porte Sangaré n'est pas un maquillage de blanc, c'est le maquillage, le masque qu'il porte pour aller jouer Oedipe. Moi, la question, en fait, a soulevé le problème du blackface, en fait. Et qu'est-ce que l'on appelle blackface et pourquoi les associations contre le racisme ont crié au blackface. Et pourquoi, tout d'un coup, on dit « mais attention, c'est du blackface ». C'est parce que c'est un raccourci nécessaire pour interpeller l'autre et lui dire « mais regardez, c'est méprisant, c'est réificateur, vous ne voyez pas qu'on ne peut pas faire ça aujourd'hui ?» Mais quand on continue d'être aveuglé et qu'on ne veut pas entendre, ça donne la polémique. Donc moi j'ai signé, vraiment, ça me paraissait essentiel, parce qu'il faut absolument qu'on mette sur la petite place publique du théâtre, qu'est-ce que c'est que la culture finalement de l'infantilisation, de la discrimination et du mépris. Si on n'en parle pas, on ne résoudra pas. Socio-esthétique, du coup, j'étais très étonnée parce que vous disiez le fait d'autoriser le social de la sphère esthétique. Et moi, il me semble que du coup, la racialisation, c'est-à-dire le processus de discrimination de l'autre parce qu'il est non-blanc et parce qu'on veut garder son privilège, et il y avait vraiment une urgence qui se manifestait dans la cuisine d'Ariane Mouchkine et Tran. Du coup, est-ce que c'est pas inévitable de penser ces phénomènes en termes socio-esthétiques et non pas seulement esthétiques? Alors, pour moi, c'est vraiment la question, c'est-à-dire que le geste de racisation conduit à la question sociale. Mais j'ai du mal à... De toute façon, l'esthétique est toujours intimement liée. C'est par l'esthétique qu'on atteint des questions sociales et politiques. Et pour moi, il y a peu d'esthétique. De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment une esthétique pour l'esthétique? Est-ce qu'on en serait encore aujourd'hui au beau pour le beau ou l'art pour l'art? Bien sûr que non. Et le théâtre, à l'évidence, a été tout le temps un levier à quelque chose on parlait d'Olympe de Gouges tout à l'heure. Ça a été des prises de position. Le théâtre a pris des positions. Alors, même dans les moments où on pense que le théâtre est divertissement, légèreté, travestissement, on s'aperçoit, il n'y a pas très longtemps, on a parlé des Indes galantes, par exemple. Dans les Indes galantes, il ne faut pas imaginer que la pièce des Indes galantes, et notamment l'entrée des sauvages, c'était une entrée qui était uniquement une espèce de
de petites choses légères faites pour le divertissement de la cour. En fait, il y a quelque chose qui était souterrain à l'entrée des sauvages, qui finalement avait une portée politique et dont la portée politique peut ressortir aujourd'hui, notamment par l'effet révélateur, le précipité que représente le crump à l'intérieur de la danse des sauvages. Parce que tout d'un coup, on entend la musique indienne, on entend les Indiens qui étaient dans la musique de Rameau. Donc, qui rendait compte de quelque chose d'important par rapport à l'histoire politique de la France, qui était un empire colonial et donc esclavagisant, tuant les Indiens et les Noirs aussi, puisque donc, en Louisiane, c'est bien sûr ce qui se passait. Donc, pour moi, c'est tellement imbriqué, je ne peux pas dissocier les choses. Par contre, pour moi, c'est vraiment la grandiloquence et se draper dans une posture que de penser le théâtre en se disant mais comment ça, on ne peut pas se métamorphoser pour atteindre l'autre. Il faut faire très attention aussi à ne pas toujours penser que du point de vue du regard du blanc, il n'y a que le blanc qui peut être le héros et qui peut sauver le noir. Parce qu'il y a aussi ça là-dedans. Ça fait partie aussi de ça. Sylvie, on nous fait signe qu'on n'a plus beaucoup de temps. D'ailleurs, je vais partir assez vite. Donc une question, une dernière question peut-être. Bon, moi, je voulais faire quelques petites remarques. On a justement un peu qu'on en a discuté. Donc, déjà, je voulais poser le fait que la seule existence du livre montre à quel point nous n'avons pas la parole et que nous avons besoin d'intercesseurs. Et je remercie Sylvie Chalaï de jouer ce rôle. Et je voulais revenir sur la formation que vous avez bien abordée dans l'ouvrage, dans le chapitre questions de cours, questions de politique. Simplement, vous dissociez la formation pratique de la théorique. Et de toute façon, quelle que soit la formation qui existe, moi j'ai eu la surprise de voir qu'il n'y avait aucun professeur noir ou assimilé, et qu'après une enquête au niveau universitaire, il y en a un seul dans toute la France. Donc, est-ce que ça aussi, ça n'est pas un impensé politique qu'il faudrait peut-être faire bouger de façon à ce que les dialogues se mettent en place bien en amont, afin qu'après la formation, il y ait déjà une prise de conscience. Ce sont des gens qui se retrouvent ensemble à l'ENSA, qui j'ai enseigné pendant une dizaine d'années, en costume. Ce sont des gens qui vont se retrouver ensemble, qui vont avoir tout un fonctionnement autour de l'apprentissage du comédien, de la mise en scène, etc. Donc si, à un moment donné, il y avait un espace justement qui permette de voir que le mélange, si je puis dire, c'est pas forcément le bon mot, est possible, est-ce que ça ne permettrait pas justement de faire en sorte que ça avance aussi sur scène, c'est-à-dire penser en amont pour que l'aval puisse justement être apaisé. Ce qui est bien sûr évident, c'est que bon, là, on parle de ce qui est le plus visible à cause évidemment de l'exhibition des corps de l'acteur sur un plateau. Mais ce qui est essentiel pour penser le théâtre, c'est, quand je parle de culture aussi, c'est de ça dont il est question. C'est aussi qu'on pense le théâtre dans toute sa variété, ses vibrations, la façon donc d'imaginer la dramaturgie. Pour moi, donc il y a une dimension très importante. Bon, ça, c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans mes cours. Mais le fait de ne pas avoir comme lunettes théoriques, tout le temps des lunettes théoriques qui viennent justement de l'Occident. Or, pour avoir d'autres lunettes théoriques, et ne pas voir le théâtre uniquement par Aristote, on va le dire pour faire vite, mais aussi par d'autres approches qui sont justement des approches qui nous viennent d'esthétique donc des Amériques, d'esthétique d'Afrique, d'esthétique de différents endroits du monde, dont on a besoin justement d'avoir des clés, des dispositifs. Et pour ça, il faut précisément qu'il y ait aussi une façon de penser la théorie théâtrale, les études théâtrales, en tout cas si on s'intéresse au théâtre, sans être seulement eurocentré. Donc ça, évidemment que c'est... la diaspora qui a eu des enfants qui ont fait des études, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne voit personne émerger dans la recherche en général
Donc ça me semble important Ben, d'en parler. Je me permets d'en Du parler. point de vue du théâtre, il y a des personnes, donc bon. Apparemment, sur Bombay, qui est l'enseignant noir, que vous connaissez. Eh bien, Je parle si. bien des études théâtrales, hein, je ne parle pas après de la littérature, mais enfin, on voit bien que même Achille Bombay ou Alain Labancourt donnent plutôt des cours aux États-Unis qu'en France. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose là qui n'a pas été, qui est complètement en lien avec le propos, mais qui n'a pas été résolu non plus. Bien sûr, mais bon, après, enfin bon, il faut essayer d'être à l'écoute aussi, enfin la valorisation aussi de ces universitaires, hein, il en existe, donc je travaille quand même avec pas mal de monde, bon, j'essaye de les pousser, j'essaye aussi, c'est un accompagnement aussi par la thèse, parce que là aussi, il faut voir combien de thèses de théâtre se soutiennent sur des questions... c'est toujours le problème de la légitimité, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait justement des chercheurs dans des terrains qui ne sont pas forcément les terrains connus et du coup donner des possibilités à ces chercheurs de faire des thèses et puis de rentrer dans le circuit. Mais bon, il en existe, mais pas suffisamment, à mon sens. Enfin bon, après, je peux pas, Sylvie, je peux pas tout résoudre. Moi, j'essaie d'avancer sur. On va devoir, Oui, c'est on va devoir arrêter le débat, donc on va peut-être prendre encore une dernière question. Oui. Oui. En fait, une différence entre ce qui se passe dans le théâtre privé et le théâtre public. Est-ce Mhm. que la question de la race, justement, n'est pas encore plus absente dans le théâtre privé actuellement? Alors, c'est paradoxal. Merci de me poser cette question. Parce que c'est très paradoxal dans la mesure où, finalement, alors, vous savez bien, en France, hein, bon, dès qu'on dit privé, on pense que ça veut dire argent. Donc, du coup, tout d'un coup, les oreilles baissent et on dit « Ah non, non, mais ça, c'est ceux qui font du fric. » Donc, non, non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on parle du beau théâtre, le théâtre noble, le théâtre subventionné, théâtre national. Donc, bon. Or, ceux qui font du fric, donc les comédies musicales, tout ce qui a à voir avec le show business, eh bien là, il y a de la diversité afrodescendante parce qu'en fait, eh bien, il y a un public. Et aujourd'hui, il se trouve que, par exemple, moi, bon, c'est une chose extraordinaire, hein, une comédienne comme Claudia Tagbo, qui est ivoirienne, c'est une comédienne, donc je connais depuis très longtemps, qui est comédienne, qui est aussi chanteuse, mais qui joue qui a joué dans des pièces de théâtre, qui a une formation de comédienne. Eh bien, il a fallu qu'elle passe par les shows et donc par le stand-up pour être repérée, jouée également ensuite à la télévision. Et du coup, aujourd'hui, bon, elle a une carrière de femme de théâtre, mais qui passe par le stand-up. Et ça, c'est le privé, parce que, justement, on n'est pas dans cette fameuse culture du théâtre. Il s'agit d'abord de spectacles et de se dire qu'il y a un réservoir de spectateurs, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais la façon aussi dont, pendant longtemps, les directeurs de théâtre savaient ce qu'il fallait pour leurs spectateurs, leur public. Ils savent ce qu'il leur faut. Ça montre bien que les comédiens donc afrodescendants ont aussi un auditoire, un public. Et si il y avait peut-être plus d'ouverture, en tout cas, je pense même pas que c'est même pas le mot. C'est difficile de trouver un terme, d'être simplement dans la réalité d'aujourd'hui, que notre théâtre soit le reflet de la réalité d'aujourd'hui. Il y aurait peut-être plus de jeunes afrodescendants qui seraient aussi dans les théâtres comme spectateurs, parce que ça a évidemment une incidence. Après, il y a les comédies musicales. Dans les comédies musicales, on n'a pas peur de mettre plusieurs noirs de plusieurs couleurs différentes, de plusieurs apparaître différents. Dans le théâtre privé de type, alors aussi petite compagnie qui tire le diable par la queue, mais il suffit d'aller à Avignon. Et bien là, non seulement vous avez des comédiens, donc des diasporas, mais vous avez aussi des comédiens des diasporas qui jouent et qui montent des auteurs des diasporas afrodescendants. Et là, ils jouent pas qu'entre eux, c'est pas communautariste. Ils jouent des pièces parce qu'ils ont envie de les jouer avec 3 francs 6 sous, mais ils jouent des pièces d'auteurs des Antilles, d'auteurs africains. Enfin, ces pièces se jouent. Et notamment, enfin, on peut le mesurer en Avignon. Hein, c'est quand même très, très fort de voir qu'il y a donc de cet ordre-là, effectivement,
une activité théâtrale afro-diasporique dans notre pays, de personnes qui se pensent d'abord françaises et se disent pas, ah ben oui, mais c'est de quelle couleur, quoi. Sylvie, on va arrêter malheureusement. Je suis désolé, mais on peut continuer à parler Oui, entre nous. d'accord. Donc, on parlait de race et théâtre à la pensée politique de Sylvie Chalaï. Chalet ou Chalaï, pardon. Chalaï, Chalaï, c'est bien ça. C'est bien ça. Chalaï. Ouais. Et qui est paru chez Actes Sud Papier, qui est un livre absolument essentiel. Merci. Et dont on continuera à parler partout longtemps. Merci Merci beaucoup. à vous tous. Merci à vous, merci.